le chiffre fatal. Le professeur Bajolin relisait une lettre pour la 3e fois. La dame qui venait de la lui remettre, Miss Elisabeth Devanne, restait patiemment assise sur le canapé du petit salon, attendant sa réponse. Voici la lettre qu'étudiait le professeur. Aux personnes que cela concerne, abominablement fatigué de tout, je cherche la fin et suis content. Mon orgueil est mort. Je vais mourir tranquille par ma propre volonté. Tous les longs efforts de mes mains sont perdus. Tout près de la mort, je laisse mon bien à mon cher fils. Je vous adjure donc, vous qui me haïssez, vous qui m'avez tellement découragé, lisez ceci. Je veux vous infliger par un bon moyen le sort bien mérité, le châtiment nécessaire. Je laisse donc à mon seul héritier, à mon cher descendant, à mon fils, ce soin. Vous retournez le mépris dont, très en secret, vous m'avez chargé. Du plus profond de mon caveau, je dirai tout. Il est sur la plus consolante, sur la plus parfaitement lumineuse, la plus éclatante et belle page de ma vie, un amour immense. Les liens de cet amour, forts comme la mort, sont impérieux. La Bible elle-même a institué de façon toute divine la famille. Adieu, Herbert Stockton. Enfin, le professeur regarda la visiteuse et lui dit « Comment ce document est-il entré entre vos mains ? Dites-moi tout ce qui s'y rapporte sans rien omettre. Allez, je vous écoute. » Le savant s'installa dans son fauteuil. Il appuyait sa tête contre les coussins et croisait les mains. Il ne daignait même pas regarder son aimable et jolie visiteuse. Elle était venue pour lui demander conseil et il était disposé à l'aider parce qu'elle lui soumettait un de ses problèmes qui l'avait toujours passionné. En dehors de cela, elle ne l'intéressait nullement. Miss Devanne parlait d'une voix harmonieuse et douce, et ses paroles étaient interrompues de temps en temps par des sanglots étouffés. « Mon père, ou plutôt mon père adoptif, Herbert Stockton, était un inventeur, commença-t-elle. J'ai vécu avec lui depuis l'âge de 5 ans dans sa vieille maison. J'étais orpheline et M. Stockton m'avait adopté. Il était veuf et n'avait qu'un fils, John Stockton, âgé aujourd'hui de 31 ans. C'est un homme très honnête et que j'ai toujours connu très pieux. Mon père adoptif idolâtrait ce fils. Cependant, dans ses rapports avec lui, il me semblait parfois qu'il y avait de la crainte. Toujours isolé à cause de ses travaux, mon père était devenu nerveux et irritable. Je ne crois pas cependant qu'un cœur meilleur que le sien ait jamais existé. Je le connaissais de réputation, dit Bajolin. Il cherchait à découvrir la formule de la trempe du cuivre. C'est un secret qui s'est perdu en Égypte. Oui, j'avais beaucoup entendu parler de M. Stockton. Continuez, mademoiselle. Quel que fût l'objet de son travail, reprit Miss Devanne, il le dissimulait avec le plus grand soin. Quand il tomba malade pour la première fois, il y a 6 à 7 mois, il fit mettre de doubles serrures à la porte de son laboratoire, puis il se retira dans les chambres du second étage, où il séjourna en véritable reclus pendant plus de 2 semaines. Ces pièces se trouvaient à côté de ma chambre, et, durant cette quinzaine, j'entendis à 2 reprises le père et le fils parler assez haut, comme s'ils n'étaient pas d'accord. À la fin de la quinzaine, M. Stockton retourna travailler à son laboratoire, et peu après, son fils, qui avait vécu jusqu'alors avec nous, prit un appartement en ville et emporta de la maison tout ce qui lui appartenait. Depuis ce moment, jusqu'à lundi dernier, c'est aujourd'hui jeudi, je ne revis pas le fils de la maison. Lundi, le père travailla dans son laboratoire comme d'habitude. Il m'avait appris que ses recherches avaient réussi et que ce résultat valait une immense fortune. Le lundi après-midi, vers 5 heures, le fils vint à la maison. Personne ne sait quand il en sortit. Toujours est-il que son père ne prit pas son repas à 7 heures du soir, comme il en avait l'habitude. Je pensais qu'il était resté à son travail et ne prit pas garde à son absence, car il avait agi de la sorte assez souvent. « Et le matin suivant » demanda le professeur. « Le lendemain matin » continua la jeune fille. « Mon père fut trouvé mort dans son laboratoire. Un petit flacon, qui devait avoir contenu, je suppose, de l'acide cyanhydrique, gisait brisé sur le plancher, tout à côté de sa chaise.
Épouvanté, je téléphonai immédiatement à John Stockton, qui arriva aussitôt. Nous trouvâmes la lettre que vous avez lue dans la poche de mon père. Monsieur Stockton paraissait inquiet et me conjura de la détruire. Je le priai de me la confier, car j'avais eu le brusque pressentiment qu'elle avait une importance capitale. Mon père m'avait souvent parlé de l'avenir, de ses projets et de ce qu'il voulait faire pour moi. Cette lettre étrange ne parle pas de moi. Pourquoi cet oubli? C'est inconcevable. A-t-on fait une autopsie? Demanda le professeur. Non. John Stockton fit tout pour l'empêcher et pour étouffer l'affaire. Mon père fut enterré sur le vu d'un certificat délivré par le docteur Benton, qui était son ami d'enfance. De cette façon, tout soupçon de suicide ou d'accident fut complètement écarté. 2 fois avant et après les funérailles, John Stockton me fit promettre de garder cette lettre cachée ou de la détruire. Afin de faire cesser ses importunités, je lui affirmai que je l'avais brûlée. Plus j'y pense, plus cette attitude me semble confirmer le fait que mon père ne s'est pas suicidé. J'ai réfléchi à ce mystère bien longtemps et j'ai enfin décidé de venir à vous plutôt que de m'adresser à la police. Je sens qu'il y a de l'inconnu dans tout cela. Si vous pouvez m'aider, maître, Monsieur Stockton a-t-il laissé un testament? Oui, il est en possession de son notaire, Monsieur Love. On doit l'ouvrir prochainement. À en juger d'après le second paragraphe de la lettre, je suppose qu'il laisse tout son bien à son fils. Pour la 4e fois, le professeur relut le document. Puis il regarda Miss Devane. « Que pensez-vous de cette lettre, vous » demanda-t-il. « Étant donné ce que je sais de Monsieur Stockton et de sa vie, » expliqua la jeune fille, « cette lettre ne signifie pas autre chose que ce qu'elle semble dire. Une des premières phrases paraît indiquer que l'invention de mon père aurait été découverte, volée, peut-être. Les phrases suivantes semblent dirigées contre certains parents, un frère et 2 cousins, qu'il avait toujours traité comme un fou et ne le lui avait pas caché. Je ne sais pas grand-chose de précis sur ses parents. Les dernières phrases s'expliquent par l'affection qu'il portait à son fils. Cela est naturel, excepté ce chiffre 7, interrompit le savant. Que signifie-t-il à votre idée? Je n'ai aucune idée, dit la jeune fille. Ce chiffre n'a aucun rapport compréhensible avec le reste du document. Pensez-vous, Miss Devane, que cette lettre ait pu être écrite par force, sous menace? Je le crois, dit vivement la jeune fille dont les yeux brillèrent. C'est précisément ce que je pense. Dès l'abord, j'ai pressenti quelque horrible et épouvantable secret là-dessous. Ou bien encore, M. Stockton n'a-t-il pas vu cette lettre du tout, dit négligemment le professeur. Ce peut être l'œuvre d'un faussaire. Un faux, s'écria la jeune fille. Mais alors John Stockton, qu'il soit faux ou authentique, dit le savant, c'est un document extraordinaire. On le dirait écrit par un poète. Le style en est diffus. L'auteur ne dit pas les choses tout nettes, comme le ferait un homme pratique, un homme de science, accoutumé à préciser. Il y eut un silence de plusieurs minutes. La jeune fille, toute songeuse, dardait ses yeux francs dans les yeux impénétrables du savant. « Peut-être, dit-elle, enfin, peut-être y a-t-il une clé à ce document mystérieux ?»« Il se peut, dit le professeur. Oui, cela doit être là, un document à clé. Et cela m'a l'air d'être fort ingénieux. Que dois-je faire? Demanda Miss Devane. Me laisser cette lettre, rentrer chez vous et attendre que je vous écrive. Sur ces mots, le professeur se leva et la jeune fille, comprenant qu'il lui donnait congé, le salua avec respect et partit. Dès le lendemain, le professeur envoya chercher son ami Hatch, le reporter célèbre qui l'aidait souvent dans ses délicates recherches, et il lui raconta en détail cette nouvelle affaire. Hatch prit connaissance du document que le professeur croyait chiffré, et il se mit à la disposition du savant avec sa bonne grâce habituelle. « Je voudrais, dit Bajolin, que vous appreniez tout ce qui concerne John Stockton et pourquoi Miss Devane et lui ne s'aiment pas. Après cela, ayez donc la bonté d'aller chez Miss Devane et de m'apporter la Bible de famille, s'il y en a une. Ce doit être un gros livre. » Hatch sortit aussitôt. Une demi-heure après, il se trouvait dans le bureau de John Stockton.
C'était un homme à la figure allongée, aux traits accentués, grave et sévère. Une ombre de mécontentement passa sur le visage de Stockton au premier mot que prononça le reporter touchant la mort de son père. « J'avais espéré que cette triste histoire n'arriverait pas aux oreilles des journalistes, dit-il d'un ton doucereux. C'est une affaire qui ne peut que nuire à la mémoire de mon père, car vous savez qu'il est, avec raison, honoré parmi ceux qui ont contribué au progrès de la civilisation. Cependant, s'il est nécessaire, je dirai tout ce que je sais et j'aiderai aux investigations que j'ai tenté d'arrêter, je l'avoue, pour conserver sans tache le nom du grand homme que notre pays a perdu. Puisqu'il en est ainsi, puis-je vous demander, monsieur, quelle était la fortune de votre père, dit Hatch. Elle s'élevait à 2,5 millions. Et comment le testament dispose-t-il de cet héritage? Je n'ai pas encore vu ce testament, mais je pense que mon père me laisse à peu près tout, à part une rente et la maison qu'il habitait. Ce dernier legs irait à Miss Devane, qu'il a toujours regardée comme sa fille. Il s'est produit un retard inattendu pour l'ouverture de ce testament. Quel était donc votre but, monsieur Stockton, en disposant tout pour qu'on croie que votre père est mort naturellement alors qu'évidemment il s'est suicidé et que même on pourrait se demander... John Stockton se redressa sur sa chaise et ses yeux s'ouvrirent tout grands. Il s'était jusque-là tenu immobile, les mains jointes, mais alors il leva les bras et fixa le reporter. « Se demander quoi ?» dit-il. « Que peut-on se demander ? Insinuez-vous qu'on puisse penser à autre chose qu'à une mort naturelle ou à un suicide ?» Pendant qu'il parlait, son visage changea légèrement. Hatché ne le quittait pas des yeux. « Miss Devane a montré la lettre trouvée sur votre père, » dit-il, et elle a dit « Elizabeth, Miss Devane !» s'écria John Stockton. Il se leva et se promena dans la chambre. Il fit 2 ou 3 tours et s'arrêta devant le reporter. « Elle m'a donné sa parole d'honneur qu'elle ne dévoilerait jamais l'existence de cette lettre. Mais elle l'a rendue publique, dit Hatch, et de plus, elle déclare que, pour elle, la mort de votre père ne saurait être attribuée à un suicide. »« Elle est folle, folle, » dit Stockton, très agité. « Qui pourrait avoir tué mon père? Qui aurait pu y trouver intérêt ?» Les lèvres de Hatch se plissèrent. « Miss Devane a-t-elle été légalement adoptée par votre père? »« Oui. »« Alors, sans parler des autres parents, ne semble-t-il pas étrange, même à vous, que votre père vous donne presque tout, à vous qui avez déjà une fortune et ne laisse presque rien à Miss Devane qui est pauvre? » « C'était l'affaire de mon père, » répondit Stockton avec hauteur. Il y eut un silence. Stockton se promenait de long en large. Finalement, il s'assit devant son bureau et regarda le reporter. Il semblait s'être maîtrisé. « Est-ce tout ?» demanda-t-il enfin. « J'aimerais savoir, si cela ne vous ennuie pas, quelle est la vraie cause de la mésentente qui semble exister entre Miss Devane et vous. Il n'y a pas de mésentente absolue. Nous ne nous sommes jamais beaucoup aimés. Voilà tout. Mon père et moi avons eu plusieurs discussions à ce sujet pour des raisons qu'il est inutile de vous donner. N'avez-vous pas eu une discussion de ce genre la veille même de la mort de votre père? Oui, je crois que nous avons parlé d'elle. » L'entrevue était terminée. Hatch se rendit tout droit chez Miss Devane. Là, selon les instructions du professeur, il demanda à voir la Bible de famille. « Elle était encore là l'autre jour, » répondit Miss Devane, « mais elle a disparu. Depuis la mort de votre père adoptif? Oui, le lendemain. Soupçonnez-vous quelqu'un? Non. À moins, John Stockton? Pourquoi l'aurait-il prise? Dit Hatché. Il y eut un léger tremblement sur les lèvres de la jeune fille qui murmura « Je ne sais pas ». Elle s'approcha du reporter et posa sa main sur son bras. Elle se mit à pleurer. « John Stockton a ce livre, dit-elle enfin. Il l'a emporté d'ici le lendemain de la mort de son père, et il l'a fait à dessein. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Êtes-vous absolument sûr de cela? Je l'ai vu dans sa chambre où il avait caché le volume, répliqua la jeune fille. Hatch exposa le résultat de ses visites au professeur.
Celui-ci l'écouta sans faire de commentaire jusqu'au moment où Hatch raconta ce qu'avait dit Miss Devane au sujet de la Bible de famille. « Maintenant, la chose à faire, dit le savant, c'est de découvrir si elle a dit la vérité et si la Bible est bien dans les appartements de John Stockton. J'aimerais beaucoup voir cette Bible. Si vous pouviez me l'apporter, ce serait parfait. Si vous ne pouvez pas, regardez et examinez bien la page 7. Cherchez des marques au crayon dans le texte, en marge, partout. » Hatch parut perplexe en entendant ces paroles. Qu'est-ce que la page 7 d'une Bible pouvait avoir à faire avec le problème dont il s'occupait? À la vérité, le document disait « La Bible elle-même a institué d'une façon toute divine la famille », mais cela semblait dépourvu de signification. Alors Hatch songea à ce chiffre 7 qui se trouvait entre parenthèses et qui ne paraissait avoir aucun rapport avec le reste de la lettre. Peu après, en usant d'un subterfuge qu'il employait souvent dans ses investigations, il réussit à pénétrer dans l'appartement de Stockton. Il chercha la Bible, la trouva, l'examina. Quand il sortit de la maison, il paraissait fort intrigué et il courut au logis du professeur. « Eh bien, demanda le savant, j'ai vu la Bible, et la page 7, manquante, enlevée, disparue, cria le reporter. Ah, dit le professeur, je m'en doutais. Le soir même, poursuivant son enquête, Hatch se fit conduire chez Miss Devane. En arrivant, il ne fut pas peu surpris d'apercevoir le professeur qui sonnait à la porte. Les deux hommes entrèrent et, quelques minutes après, Miss Devane les reçut. Le professeur lui expliqua qu'il désirait seulement visiter le laboratoire où M. Stockton père avait été trouvé sans vie. « Et je voudrais également un spécimen de l'écriture du défunt » ajouta le savant. « Chose curieuse, » répondit Miss Devane. « Je doute qu'il en existe un seul, assez grand pour que nous puissions le comparer aux documents que je vous ai remis. Mon père correspondait beaucoup, mais je lui faisais toutes ses lettres à la machine à écrire. Alors cette lettre serait tout ce qu'on pourrait trouver de son écriture? C'est bien invraisemblable. Naturellement, on peut voir sa signature sur des chèques ou autres pièces semblables, je vous en montrerai, mais je ne pense pas qu'on puisse douter qu'il ait écrit le document. C'est son écriture. Maintenant, voyons le laboratoire, conclut le professeur. Miss Devane les conduisit à travers un long corridor jusqu'à une pièce située derrière la maison. « Est-ce bien dans cette chambre que le corps fut trouvé ?»« Oui, » répondit Miss Devane, « on n'a même enlevé que le corps et les fragments du flacon de poison. À part cela, rien n'a été changé. Saviez-vous qu'il avait une plume et de l'encre dans cette chambre ?» demanda Bajolin. « Je ne me le suis pas demandé. Vous n'avez rien enlevé de ce genre depuis la mort du maître ?»« Mais non, » dit la jeune fille. Elle quitta la chambre et le professeur, aidé de son ami Hatch, fouilla minutieusement la pièce. « Il faudrait trouver une plume et de l'encre, » avait dit le professeur. Mais ils n'en trouvèrent point. Vers minuit, le professeur et le reporter étaient occupés à explorer les caves de la maison. Ils projetaient sur les murs la lueur d'une petite lampe électrique de poche. Après avoir longuement scruté tous les angles et les soubassements des voûtes, ils arrivèrent enfin devant une petite porte fixée dans la muraille. Le professeur poussa une légère exclamation qui fut aussitôt suivie du son bref et métallique d'un revolver qu'on arme. Il n'y avait pas à s'y tromper. Quelqu'un les menaçait dans l'ombre. « Baissons-nous vite » souffla Hatch. Et d'un coup de pouce, il tourna le bouton de sa lampe électrique. En même temps, un coup de revolver retentit. La balle s'enfonça dans le mur à côté de la tête de Hatch. Le reporter avait encore à ses oreilles l'écho du coup de feu lorsqu'il sentit la main du professeur qui se posait sur son bras. Il entendit la voix nerveuse du savant. « À votre droite! À votre droite !» Alors, contrairement à ce qu'il disait, le professeur entraîna le reporter vers la gauche. Au bout d'un instant, un second coup retentit, et par l'éclair qui l'accompagna, Hatch se rendit compte qu'on avait visé à une dizaine de pieds à sa droite. L'homme qui tirait avait entendu le faux ordre du professeur et cela l'avait mis en défaut. Sans hésitation, le savant conduisit Hatch jusqu'au bas des escaliers. Là, à la pâle lueur qui venait du rez-de-chaussée,
Ils aperçurent une forme humaine qui se tenait adossée au mur de l'autre côté des marches de l'escalier. Hatch comprit qu'il n'y avait qu'une chose à faire, et il la fit. D'un bond, il sauta sur l'homme, le renversa et se saisit du revolver. Dès qu'il eut l'arme entre les mains, il lâcha prise. « Tout va bien !» cria-t-il. « J'ai l'objet !» La petite ampoule électrique qu'il avait éteinte un moment auparavant s'illumina de nouveau, et la lumière éclaira la figure de John Stockton que le reporter venait de désarmer. « Ah ça !» fit Stockton. « Vous êtes donc des voleurs !»« Montons au grand jour !» dit flegmatiquement le professeur. « Nous serons plus à l'aise pour causer. » Ce fut en cette bizarre circonstance que le professeur Bajolin se trouva pour la première fois en face de Stockton. Hatch les présenta l'un à l'autre et rendit à Stockton son revolver. Ce geste lui fut conseillé par un imperceptible mouvement de tête du savant. Stockton posa l'arme sur la table. « Pourquoi avez-vous essayé de nous tuer ?» demanda le professeur froidement. « Je ne sais comment m'excuser, je pensais que vous étiez des voleurs. J'avais entendu du bruit en bas et j'étais descendu pour voir d'où cela provenait. Je croyais que vous habitiez loin d'ici. » « En effet, mais je suis venu ce soir pour une affaire toute personnelle et privée, et je vous ai entendu... Que faisiez-vous dans la cave? Depuis combien de temps êtes-vous ici? Demanda le professeur sans prendre garde à la question de son interlocuteur. Depuis quelques minutes seulement. Possédez-vous une clé de la maison? J'en ai une depuis fort longtemps. Mais qu'est-ce que tout ceci? Comment êtes-vous vous-même dans cette maison? De quel droit l'explorez-vous? Miss Devane est-elle ici? Demanda le professeur en continuant à négliger les interrogations de Stockton. Je ne sais pas, je le suppose. Vous ne l'avez pas vue, naturellement? Certainement non. Et vous venez ici de nuit, sans qu'elle le sache? Stockton haussa les épaules et ne répondit pas. Le professeur se redressa sur sa chaise et regarda fixement Stockton dans les yeux. Quand il reprit la parole, ce fut au reporter qu'il s'adressa. Mais son regard ne dévia pas du visage de John Stockton. Réveillez les domestiques, demandez la chambre de Miss Devane et voyez s'il ne lui est rien arrivé. « Je ne crois pas que ce soit une bonne chose, » interrompit vivement Stockton. « Pourquoi ? Si je puis porter la question sur un terrain personnel, dit-il, je vous demanderai comme une faveur de ne rien faire qui avertisse Miss Devane de ma présence ici. Pourquoi cacher sa présence à Miss Devane? Cela suffit à faire agir le reporter. » Il sortit rapidement de la chambre, et 10 minutes plus tard, Miss Devane, qui s'était vêtue à la hâte, descendait avec lui. Ce fut un instant dramatique. Pendant quelques minutes, personne ne parla. Le professeur regardait Stockton et Miss Devane tour à tour. Il remarqua la pâleur de la jeune fille et l'embarras de Stockton. « Qu'est-ce donc ?» demanda enfin Miss Devane d'une voix qui tremblait un peu. « Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-il arrivé ?»« Monsieur Stockton est venu ici cette nuit, » commença tranquillement le professeur, « pour enlever le contenu du caveau secret de la cave. Il est venu sans votre permission, mais il nous a trouvés devant lui. Nous l'avions devancé, Monsieur Hatch et moi, pour continuer notre enquête au sujet de l'affaire que vous nous avez confiée. Nous aussi étions revenus sans vous avertir. Je l'avais jugé préférable. Monsieur Stockton s'est montré très désireux que sa présence vous fût cachée. Voilà. Maintenant, avez-vous quelque chose à ajouter ?» La jeune fille se retourna vers Stockton. Elle eut un grand geste de mépris. Elle tendit le bras vers lui. Son visage était convulsé par une émotion qu'elle essayait en vain de réprimer. « Vous êtes un misérable !» s'écria-t-elle. « Vous êtes un voleur et un assassin !»« Savez-vous pourquoi M. Stockton est venu ici ce soir ?» demanda le professeur. « Il est venu voler le contenu du caveau !» cria encore la jeune fille. « Vous l'avez compris vous-même, c'est parce que mon père refusait de lui livrer le secret de sa dernière invention que ce misérable l'a tué. Mais comment a-t-il pu le forcer à écrire cette lettre? C'est ce que je me demande et ne puis comprendre. » Stockton, quoique très maître de lui, parut indigné de cette attitude. Mais ses paroles n'en restèrent pas moins courtoises et modérées. «
Élisabeth, pour l'amour du ciel, songez à ce que vous dites, s'écria-t-il. Votre accusation est inconcevable. Elle ne repose sur aucun fondement. Mais la jeune fille continua. Son avidité est telle qu'il voulait avoir toute la fortune de mon père. Il aurait voulu m'arracher même la petite part qui m'était laissée. C'est indigne. Élisabeth. Élisabeth, dit Stockton. Je crois que vous perdez la tête. Jamais une idée semblable n'a effleuré mon esprit. Cependant, le professeur Bajolin ne semblait prêter aucune attention aux paroles du jeune homme. Il suivait avec un intérêt croissant les paroles de Miss Devan. « Que contenait le caveau secret ?» lui demanda-t-il brusquement. « J'ai toujours pensé qu'il y avait un caveau caché dans la cave, » expliqua la jeune fille. « Mon père était toujours inquiet au sujet de ses inventions, et il les cachait très soigneusement. Je m'imaginais jamais une autre place qu'au fond de la cave, et cette découverte ne m'a nullement surprise. » Il y eut un long silence. Miss Devan se tenait toujours tournée vers Stockton, et pas un instant elle ne sembla prendre pitié de lui. Hatche le remarqua, et il pensa que cette jeune fille était bien vindicative. Il se dit que probablement il y avait quelque vieille et terrible rancune entre eux. Le professeur reprit enfin la parole. « Saviez-vous, Miss Devane, dit-il, que la page 7 de la Bible que vous avez vue cachée dans la chambre de M. Stockton avait été arrachée et qu'elle a disparu ?»« Non, dit-elle, je l'ignorais. » À ces mots, Stockton se leva. « Comment? Vous êtes allé dans ma chambre ?» s'écria-t-il. « Qu'aviez-vous à faire chez moi ?» Mais d'un geste Bajolin lui imposa silence et dit à Miss Devan « Pourquoi avez-vous arraché la page 7 de la Bible? Je ne me l'explique pas. »« Moi? Mais je ne l'ai pas arrachée, » cria la jeune fille. « Je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. »« Vraiment? Je le jure !» Le professeur se retourna vers Stockton. « Avez-vous un spécimen de l'écriture de votre père ?» demanda-t-il. « Mais certainement, » répondit Stockton. « J'ai même 3 ou 4 lettres de lui sur moi, et je puis vous les montrer si vous avez besoin de ce renseignement. » Miss Devane frissonna à ce moment, comme si elle était saisie par la fraîcheur de la nuit. Le professeur prit les lettres que lui tendait Stockton. « Ne disiez-vous pas, Miss Devane, reprit-il, que votre père vous dictait toujours toutes ces lettres ?»« Certainement, répondit-elle, et je ne connaissais pas l'existence de celle-ci. »« C'est curieux, très curieux. Eh bien, mademoiselle et monsieur, si vous le voulez bien, nous nous rendrons tous au caveau pour en finir avec son mystère. »« Soit, dit Stockton. » Le professeur se leva et se dirigea vers la cave. Il tenait à la main la petite lampe électrique. Stockton venait derrière lui, puis Miss Devane, dont le vêtement blanc impressionnait au milieu de l'ombre. Hatchie venait le dernier. Le professeur marcha droit à la place où il se trouvait quand Stockton avait tiré un coup de revolver. La petite porte du caveau apparut de nouveau à la pâle lueur de la lampe électrique. Le professeur l'ouvrit assez facilement. Le caveau était vide. Tout occupé à en examiner les parois, le savant ne s'occupait pas de ceux qui l'accompagnaient lorsqu'un coup de feu partit tout à coup dans la cave même. Miss Devane poussa un cri de terreur. « Mon Dieu, il s'est tué! Il s'est tué !» cria-t-elle. « Et qui donc ?» dit le savant. « Stockton! Voyez, il s'est fait justice !» Bajolin éleva sa lampe pour voir ses compagnons. Il aperçut Miss Devan et Hatch penchés sur le corps inanimé de John Stockton. La face de ce dernier était toute blanche, et vers la tempe, il y avait un cercle rouge. Il tenait serré dans la main droite le revolver dont il s'était servi peu d'instants auparavant. « Qu'est-ce donc, Hatche ?» demanda le professeur. « Stockton s'est tiré un coup de revolver, » dit le reporter. Le savant s'agenouilla, fit un rapide examen de la blessure, puis, tout à coup et comme par hasard, il projeta la lumière sur la figure de Miss Devane. « Où vous trouviez-vous quand le coup est parti ?» lui demanda-t-il. « Derrière lui, » répondit la jeune fille. « Le malheureux, cette blessure est-elle mortelle ?»
Oui, dit le savant, sortons d'ici. Le corps inanimé de Stockton fut remonté et transporté avec l'aide de Hatché dans la pièce où quelques moments auparavant les 4 personnages s'étaient trouvés réunis. « Aidez-moi un instant, je vous prie, Miss Devan », dit le professeur en disposant son mouchoir en un bandage improvisé autour de la tête du blessé. Miss Devan attacha les bouts du mouchoir et, pendant qu'elle le faisait, le professeur examinait attentivement ses petites mains agiles et blanches. Tout à coup, il lui dit « Pourquoi avez-vous tiré sur Stockton, Miss Devane ?»« Moi, balbutia la jeune fille. « Je n'ai pas tiré. C'est lui-même. »« Monsieur, qu'insinuez-vous ?»« Alors, comment se fait-il que vous ayez ces marques de poudre sur votre main droite ?» La jeune fille baissa les yeux. Elle pâlit affreusement. Son attitude changea. « Je ne sais pas, » balbutia-t-elle. « Vous ne supposez vraiment pas que j'ai pu... » « Monsieur Hatché, » interrompit le professeur, « veuillez avoir la bonté de téléphoner pour qu'une voiture d'ambulance vienne chercher ce blessé et pour avertir la police. Je dois lui confier Miss Devan qui a tué cet homme. » La jeune fille regarda autour d'elle d'un air égaré, puis elle se jeta dans un fauteuil en pleurant. Hatché alla téléphoner, et pendant un moment, Miss Devan resta silencieuse et les yeux largement ouverts, comme éblouie. Enfin, elle se leva d'un bond, vint au professeur, et d'une voix pleine de défi, elle s'écria « Je n'ai pas tiré, je n'ai pas tiré. Vous entendez? C'est lui qui s'est tué. » Les longs doigts maigres du professeur écartèrent les doigts crispés de Stockton et enlevèrent l'arme qu'il retenait encore. « Ah, je m'étais trompé, » dit-il tout à coup. La blessure ne devait pas être aussi mauvaise que je pensais. Voyez, il revient à lui. Graduellement, le sang revenait au visage de l'homme évanoui. Le professeur, penché sur lui, une main sur sa poitrine, vit une de ses paupières battre, puis presque aussitôt se relever. Au même moment, il sentit les mouvements du cœur reprendre avec plus de force. Stockton laissa errer ses regards un moment autour de lui, puis ses paupières retombèrent. « Pourquoi Miss Devan a-t-elle tiré sur vous ?» demanda le professeur avec force. Il y eut un silence. Les paupières de Stockton se relevèrent à nouveau. Miss Devan s'était rapprochée. Elle tendit énergiquement les mains vers Stockton. « Pourquoi a-t-elle tiré sur vous ?» répéta le savant. « Elle ne l'a pas fait, » murmura le blessé d'une voix faible, mais encore très distincte. « C'est moi-même. » Le front du professeur se rembrunit. Ses traits se contractèrent. Les yeux du blessé s'étaient refermés et semblaient à nouveau évanouis. Le professeur releva la tête. « Je vous demande pardon, mademoiselle, dit-il. Je me suis trompé. Heureusement qu'il a pu parler. Va-t-il mourir? Non, je me suis trompé sur ce point aussi. Il vivra. » Miss Devane eut un geste nerveux, mais elle se maîtrisa et n'ajouta plus un mot. Quelques minutes après, arriva une voiture d'ambulance qui emmena Stockton à l'hôpital. Ce fut avec une grande compassion que Hatché aida Miss Devane presque évanouie à remonter à sa chambre. Lorsqu'il redescendit, le savant lui dit « Excusez-moi, mais soyez assez bon pour téléphoner de nouveau à la police et expliquer qu'il y a erreur. Pour le moment, ajouta-t-il, je ne suis pas encore au clair. » Le lendemain, Hatch continua son enquête. Il se rendit d'abord chez le docteur Benton, qui avait délivré le permis d'inhumer le corps du savant décédé. Le médecin se montra un peu fâché à la pensée de la publicité qu'on allait donner à cette affaire. Cependant, il confirma le récit de Stockton, d'après lequel, pour éviter le déshonneur, on avait caché le suicide du maître. Il déclara que ce suicide ne faisait aucun doute. Hatché apprit aussi, et cela lui parut plus important, que John Stockton avait voulu se marier autrefois avec Miss Devan, mais que la jeune fille l'avait refusé. Hatché alla ensuite chez le notaire de la famille Stockton, qui le reçut très aimablement.
Le reporter lui demanda pourquoi on avait tant tardé à ouvrir le testament du défunt et raconta tout ce qu'il savait de l'affaire. Le notaire fut d'une grande franchise. « Le testament n'a pas été ouvert, dit-il, pour la bonne raison que je ne l'ai pas. Il a été égaré, perdu ou volé. Je ne me souciais pas de laisser connaître le fait à la famille. Aussi ai-je cherché à gagner du temps pour me permettre de faire des recherches. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à remettre la main sur cette pièce précieuse. » Muni de ces nouvelles informations, Hatch se rendit chez Bajolin. Celui-ci était absent. Le reporter l'attendit plusieurs heures. Enfin, le savant rentra. Il s'excusa auprès de son ami. Il avait tenu à assister à l'autopsie du corps du savant Stockton et cette opération s'était prolongée fort tard. Hatch s'étonna. Il croyait que le mort était enterré depuis plusieurs jours, mais le professeur lui apprit que la bière avait été seulement placée dans un caveau provisoire. « J'ai des amis en haut lieu, » ajouta-t-il. « J'ai attiré leur attention sur certains faits troublants et j'ai obtenu que l'on fasse une autopsie sommaire. »« Et qu'a-t-on découvert ?» demanda Hatch extrêmement intéressé. « Dites-moi d'abord ce que vous avez découvert vous-même, » dit le professeur. « Cela peut éclairer d'un grand jour ce que j'ai appris. » Hatch conta brièvement ses 2 visites. « Eh bien, maintenant je vois clair dans tout cela, » déclara le professeur. Quelles étaient les questions à résoudre? D'abord, il fallait savoir comment le savant Stockton était mort. Ensuite, au cas où il ne se serait pas suicidé, quel motif il pouvait y avoir à ce que quelqu'un l'ait tué? En troisième lieu, si ce motif existait, qui était l'assassin? Et enfin, comment expliquer ce document trouvé sur lui, cette étrange lettre? À présent, Hatch, je crois que je puis répondre à toutes ces questions. Je dois vous dire que le style bizarre de la lettre m'a frappé. J'ai pensé que ce document était chiffré. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Relisez-le d'abord avec moi. Le professeur tendit à Hatch la lettre que Miss Devan lui avait apportée au début de l'affaire. Hatch lut à haute voix. « Abominablement fatigué de tout, je cherche la fin et suis content. Mon orgueil est mort. Je vais mourir tranquille par ma propre volonté. Tous les longs efforts de mes mains sont perdus. Tout près de la mort, je laisse mon bien à mon cher fils. Je vous adjure donc, vous qui me haïssez, vous qui m'avez tellement découragé, lisez ceci. Je veux vous infliger par un bon moyen le sort bien mérité, le châtiment nécessaire. Je laisse donc à mon seul héritier, à mon cher descendant, à mon fils, ce soin. Vous retournez le mépris dont, très en secret, vous m'avez chargé. Du plus profond de mon caveau, je dirai tout. Il est sur la plus consolante, sur la plus parfaitement lumineuse, la plus éclatante et belle page de ma vie, cet amour immense. Les liens de cet amour fort comme la mort sont impérieux. La Bible elle-même a institué de façon toute divine la famille. Quand on étudie attentivement cette lettre, reprit Bajolin, on s'aperçoit aussitôt que l'auteur ne dit pas clairement et nettement ce qu'il a à dire. Un homme qui va se suicider n'écrit pas ainsi, à moins d'avoir une raison spéciale. Si vous admettez que la lettre a un sens caché, tout s'explique. Et voilà pourquoi il m'a semblé que ce document signifie autre chose que son texte courant. En d'autres termes, j'ai pensé qu'il était chiffré. Remarquez maintenant qu'il y a une faute d'orthographe. On a écrit « Je veux vous infliger » au lieu de « Je veux vous infliger ». Cette lettre Z au lieu du R qu'il fallait peut naturellement n'être qu'une faute due au hasard, une faute d'inattention. Cela arrive à tout le monde. Mais alors, que signifie ce chiffre 7 entre parenthèses et qui ne se rapporte à rien de ce qui précède ou de ce qui suit? Il semble bien que cela ne soit ni une négligence, ni une étourderie. Cela a été fait à dessein. Dans quel but? Je pensais que le chiffre 7 était la clé de l'énigme, et je remontais en arrière à partir de ce chiffre, mais de 7 mots en 7 mots. Cela n'avait aucun sens. J'essayais de 6 mots en 6 mots. Le résultat fut le même. Mais en prenant de 5 mots en 5 mots à partir du 7, je découvris cette fois que ma lettre avait un sens parfaitement net et clair,
et que c'était, à n'en pas douter, la clé de l'énigme. Le 5e mot avant le 7, c'est page. Le 5e avant page, c'est là. J'obtenais donc la page 7. En continuant de remonter de 5 mots en 5 mots, je trouvais encore caveau, du secret le secret du caveau, qui, ajouté à ce que j'avais déjà, faisait. Le secret du caveau est sur la page 7. En continuant après le chiffre pour avoir la fin de la phrase, je trouvais de 5 en 5, de la Bible de famille. Il est inutile, n'est-ce pas, de pousser ma démonstration plus loin? En reprenant le document depuis la première ligne, ne lisez que de 5 mots en 5 mots. Je suis mort par les mains de mon fils. Vous qui lisez, infligez le châtiment à mon fils. Le secret du caveau est sur la page 7 de la Bible de famille. Étonnant! Cria le reporter. Vous voyez? Expliqua le professeur. Vous voyez pourquoi il y avait cette faute d'orthographe. Il aurait fallu infliger à l'infinitif, mais cela aurait pu nuire au sens caché du document. On a mis un Z à dessein. C'en est assez pour faire pendre Stockton, dit Hatcher. C'en serait assez, en effet, si le document n'était faux, répondit le savant avec un petit rire sardonique. Un faux, s'exclama le reporter. Ce n'est donc pas le savant Stockton qui l'a écrit avant de mourir? Non, ce n'est sûrement pas son fils, en tout cas. Non, certes. Et qui donc? Miss Devane. Miss Devane? Répéta Hatch. Alors c'est elle qui a tué son père adoptif? Non, il est mort naturellement, dit Bajoline. Hatch prit sa tête entre ses mains. Des milliers de questions surgissaient devant lui. Il demeurait bouche bée devant le professeur qui sourit de son trouble. En peu de mots, dit enfin Bajoline, voici ce qui est arrivé. Le maître Stockton est mort d'une embolie au cœur, tout naturellement et tout seul, dans son laboratoire. L'autopsie l'a prouvé. Miss Devane, l'ayant trouvé mort, écrivit le document chiffré, le plaça dans la poche du mort, mit quelques gouttes d'acide prussique sur la langue du défunt, brisa le flacon à côté du cadavre, quitta la chambre et ferma la porte à clé. C'est elle qui a tiré un coup de revolver dans la cave sur le fils de Stockton. C'est elle qui a arraché la page 7 de la Bible et caché le livre dans la chambre de Stockton fils. C'est elle qui doit avoir volé le testament. C'est elle qui a pris occasion de la mort soudaine de son bienfaiteur pour ourdir contre son fils un de ces complots machiavéliques que seules les femmes savent combiner. Il n'y a rien de pire sur la terre qu'une méchante femme et rien de meilleur qu'une honnête femme. Mais enfin, s'écria le reporter, comment savez-vous tout cela? Pourquoi a-t-elle agi ainsi? Comment a-t-elle fait? J'ai d'abord déchiffré le document, répondit le professeur. Naturellement, je voulus d'abord savoir qui était ce fils. Miss Devane m'avait parlé de certaines querelles entre le père et le fils. Cela, en dépit de l'habileté de la jeune fille, témoignait d'un peu d'animosité de sa part envers le jeune homme. Mais elle avait si bien mêlé la vérité et le mensonge qu'il n'était pas aisé de découvrir la part de l'une et de l'autre. Je m'attachai donc à ce qui me paraissait probable. Miss Devane m'avait dit sa conviction que le document avait été écrit sous menace ou par force. Or, les gens qu'on menace d'assassiner n'écrivent guère des lettres chiffrées, surtout aussi compliquées que celles-là, et les gens qui vont se suicider n'ont généralement pas de raison pour employer de tels procédés. Monsieur Stockton, père, n'était pas resté seul assez longtemps, et s'il craignait d'être assassiné, pourquoi ne s'est-il pas défendu autrement? Il n'était pas fou. Je songeais à tout cela quand je vous ai prié d'aller voir son fils. Je désirais surtout avoir des nouvelles de la Bible de famille, et encore puis-je jurer que je pressentais l'absence de la page 7. Je puis affirmer aussi que je supposais le caveau vide. Quel que fût le contenu de cette page et de la cachette, si Miss Devane avait écrit la lettre, on devait s'attendre à ce qu'elle ait tout enlevé et supprimé. Sans cela, elle n'aurait pas attiré l'attention sur ces choses dans la lettre qu'elle fabriquait. J'ai d'ailleurs pensé qu'elle avait écrit la lettre tout simplement parce que, la première, elle a émis devant moi l'opinion qu'il y avait un mystère dans la mort de son père adoptif. Supposant donc que le document était faux, que Miss Devane l'avait fabriqué de toutes pièces, que son dessein était de nuire à son frère adoptif,
J'en conclus que si le savant avait été assassiné, elle y était pour quelque chose. Quant aux raisons de Stockton pour cacher le suicide de son père, elles sont parfaitement légitimes. C'était bien, comme il l'a dit, pour éviter le scandale. Cela arrive tous les jours. Depuis le moment où vous avez parlé au fils d'un meurtre possible, il soupçonna Miss Devane. Pourquoi? Parce que, plus que personne, elle en aurait eu l'occasion, parce qu'elle voulait tout l'héritage, et parce qu'elle le détestait, lui, le survivant. Nous savons maintenant que, entre ces deux jeunes gens, il y a eu quelque chose, de l'amour d'un côté et du mépris de l'autre, un de ces mystères de la passion qui engendre une haine inexpiable quand ce n'est pas un grand amour. La vengeance de Miss Devane devait être diabolique. Elle voulait en même temps se débarrasser de lui et obtenir tout l'héritage. Elle espérait, elle savait que je déchiffrerais le document. Elle avait l'intention d'envoyer John Stockton au bagne. « C'est horrible !» s'écria le reporter. En nous voyant si résolus à tout voir, elle craignit que son plan n'échouât. C'est alors que dans l'ombre, elle a tiré sur Stockton et lui a rapidement placé le revolver dans la main droite. Elle oubliait que 99 fois sur 100, le revolver projette un peu de poudre sur la main de la personne qui s'en sert. Stockton a eu le courage de dire qu'il s'était frappé lui-même. Mais c'est à cause de cet inexplicable dévouement que les hommes témoignent d'habitude aux femmes qu'ils aiment ou ont aimées. Stockton était venu pendant la nuit et en secret dans son ancienne demeure pour rechercher le contenu du caveau sans éveiller la colère de la jeune fille. Il en avait le droit. Il connaissait l'existence de cette cachette. Son père lui en avait probablement parlé. Les révélations contenues dans la page 7 de la Bible devaient avoir trait au secret de la trempe du cuivre que le savant avait retrouvé. Il avait dû écrire les formules sur cette feuille avec de l'encre invisible. Son fils savait cela aussi. Son père le lui avait dit. Or, tout ce que lui avait dit son père, Miss Devane l'avait aussi probablement entendu. Elle me l'a presque avoué dès le premier jour en me parlant de querelles entre le père et le fils. Elle savait donc tout cela. Mais la Bible se trouvait bien dans la chambre de John, fit observer le reporter. C'est Miss Devane qui l'y a mise, répliqua le professeur. C'était dans son plan, il fallait attirer les soupçons sur lui. Je puis ajouter que celui-ci m'a montré des lettres écrites par son père et qui n'étaient pas fausses, celles-là. Or, l'écriture diffère sensiblement de celle du document. Mais cette jeune criminelle croyait avoir détruit tout spécimen récent de l'écriture du savant. Naturellement, c'est encore elle qui a, ou a eu en sa possession, le testament perdu. Comment s'en est-elle emparée? Je n'en sais rien. En tout cas, le testament absent et le document prouvant le crime du fils, il était hors de doute qu'elle obtiendrait toute la fortune du défunt. « Et comment tout cela va-t-il finir ?» demanda Hatch. « J'espère que Stockton se rétablira. Je crois que sa guérison sera assez rapide, mais le résultat de cette triste aventure sera que le monde perd une magnifique découverte. On savait que le savant avait retrouvé le secret de la trempe du cuivre, mais cela est irrémédiablement perdu de nouveau par le fait d'une femme haineuse. » Le professeur parlait avec mélancolie. Hatchet lui demanda de nouveau « Que va-t-on faire à cette malheureuse ?»« Rien. Elle ne sait pas que nous sommes au courant de son crime, mais elle a vu que je la soupçonnais malgré l'aveu de John Stockton. Je suppose qu'elle s'arrangera pour disparaître dès que celui-ci sera guéri. Mais, de toute façon, il ne la ferait pas poursuivre. Souvenez-vous qu'il a voulu l'épouser. » Quelques semaines plus tard, John Stockton, convalescent, lisait le journal dans son lit. Une garde s'approcha et lui remit une lettre. Il l'ouvrit. Elle ne contenait que des cendres impalpables qui glissèrent entre ses doigts et tombèrent sur ses couvertures. Il se jeta sur son oreiller en pleurant. Il avait deviné que c'était là le feuillet 7 de la Bible que la terrible Miss Devane lui envoyait pour lui montrer qu'elle avait anéanti le secret qui pouvait lui donner une fortune. Que devint-elle? Personne n'en sut jamais rien. On n'entendit plus parler d'elle et personne ne la revit.